Ce soir, à l'émission, Saint-Jérôme accueillera un sommet sur l'énergie et le transport. On veut transformer le territoire des Laurentides comme un territoire d'expérimentation en transport innovant. Et l'usine de papier Sustana souligne un anniversaire important. On est une usine là, qui est vraiment qualifiée verte. En entrevue, je reçois Pierre Leclerc, qui nous parle de la maison Jean-Damien Leclerc, partie en fumée le 21 janvier dernier. C'était reconnu comme étant la maison du Zouave à Sainte-Thérèse. Je m'entretiens également avec Sacha Cardinal à propos de la brigade Faire briller l'éthique sportive qui sera déployée dans le cadre des Jeux du Québec à Blainville. C'est vraiment d'encourager les spectateurs à l'esprit et l'éthique sportive dans les gradins, d'encourager le bon comportement positif. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous parle du sport autrement, une nouvelle émission à l'antenne de TVBL. Je souhaite surtout qu'ils retiennent l'envie de bouger. Bienvenue à Accès local. Mercredi 28 janvier 2026, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir. La capitale régionale va accueillir cet été un sommet sur l'énergie et le transport. Vous étiez à la conférence de presse qui annonçait l'événement. Oui Claude, donc ce sera la 4e édition d'un sommet qui se tenait jusqu'à présent à Shawinigan sous le thème de la recherche appliquée et des batteries. Cette édition se veut un renouvellement de la formule sous le thème cette fois de trajectoire d'innovation, donc pas seulement axé sur la filière batterie, mais bien sur toute la chaîne de l'innovation en transport, donc que ce soit la production d'énergie, son stockage, les réalités opérationnelles sur le terrain aussi. L'objectif, c'est de regrouper les entreprises, les chercheurs et les partenaires de partout au Québec pour réfléchir à cette question. Derrière cet événement, c'est l'Escouade Énergie, le regroupement de près de 20 centres collégiaux de transfert de technologies spécialisées dans le domaine de l'énergie. Ici, on a l'Institut du véhicule innovant affilié au Cégep de Saint-Jérôme qui sera à l'hôte de l'événement. Le maire de Saint-Jérôme, Rémi Barbeau, ainsi que le préfet de la MRC Rivière-du-Nord, Xavier-Antoine Lalande, qui a été récemment nommé à la présidence de la commission de l'innovation à l'UMQ, était présent à la conférence de presse. Monsieur Lalande trouvait ce sommet en adéquation avec la nouvelle stratégie économique des Laurentides qui a été adoptée à la fin de l'année 2025 et qui devrait être partagée publiquement dans les prochaines semaines. On écoute à ce sujet Monsieur Lalande. 3 segments extrêmement importants, l'enracinement, le territoire d'expérimentation et la formation. Donc, ce sont 3 secteurs extrêmement importants pour lesquels, à mon avis, les CCTT et le sommet vont avoir un rôle à jouer. On veut transformer le territoire des Laurentides comme un territoire d'expérimentation en transport innovant. La question de la transition énergétique, c'est toujours compliqué, surtout dans le contexte économique actuel. Alors, comment un sommet comme celui-là peut faire avancer les choses? Oui, alors vraiment, le mot qu'il y avait sur toutes les lèvres lors de la conférence de la semaine dernière, c'était la collaboration. Donc, devant des menaces tarifaires des États-Unis, notamment, les intervenants présents s'entendaient pour dire que les régions du Québec doivent se serrer les coudes et miser sur leurs forces communes pour avancer. Plus tôt ce mois-ci, le premier ministre Mark Carney a signé une entente avec la Chine qui implique notamment l'arrivée massive de véhicules électriques chinois sur le marché canadien dans les prochaines années. Donc, si certains dans l'industrie automobile canadienne voient cette annonce d'un mauvais œil, Pierre-Luc Lorrain, directeur général de l'IVI, ne s'inquiète pas trop. On peut l'écouter. Bien, c'est pas une mauvaise chose. Parce que si on a l'arrivée de plus de véhicules électriques, on va demander aussi plus d'infrastructures, puis on va permettre aussi de faire beaucoup plus de développement technologique par rapport à ça. Avec le recul des entreprises américaines dans l'électrification du transport, il va falloir qu'on comble le vide. Puis si c'est des voitures chinoises, ça va être des voitures chinoises. Donc, ça nous rappelle que le contexte est incertain. Le sommet se tiendra pour sa part le 2 et 3 juin au Théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. Plus de 300 invités sont attendus pour l'occasion. Vous souhaitiez aussi nous parler d'un autre projet sur lequel travaille l'Institut du véhicule innovant. Oui, nous avions couvert l'année dernière des annonces de financement du gouvernement et de la MRC, des 2 projets sur lesquels l'IVI travaille et qui touchent les municipalités de la région. Alors, un de ces projets, c'est le développement de déneigement intelligent à Prévost. En ce moment, ils sont en période d'implantation de collecteurs de données dans les camions de déneigement qui pourront enregistrer la quantité de neige amassée et mieux prévoir les angles morts. Monsieur Lorrain nous partage en exclusivité la nouvelle mouture du 2e projet.
qu'on va avoir un grand projet de V2X. Donc, on va connecter des véhicules électriques à un bâtiment puis le rendre 100% autonome avec l'énergie du véhicule. Donc, c'est un projet qui s'est jamais vu encore au Québec, qui va être déployé dans un grand bâtiment, peut-être grand comme celui que vous êtes en ce moment. Donc, ça va être une super belle vitrine, là, pilotée par la MRC puis développée par l'IVI. Voilà, Claude, donc on continue de suivre ça. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la machine 8 de l'usine de papier Sustana. À plus tard, Claude. Valérie Kennedy du Steakhouse Saint-Charles à Sainte-Thérèse a été élue vice-présidente du conseil d'administration de l'Association Restauration Québec. Olivier Robillard du restaurant Astor à Boisbriand y fait aussi son entrée en tant qu'administrateur. Ces restaurateurs poursuivront les objectifs visés par l'association, que ce soit en matière de travailleurs étrangers temporaires, de partage des pourboires ou de lutte à l'extorsion. Depuis 1938, l'ARQ, qui réunit plus de 5000 membres, a pour mission de soutenir l'essor et la prospérité de l'industrie de la restauration au Québec. La grande guignolée 2025 de Moisson-Laurentide a permis d'amasser plus de 770 000 $ dans la région des Laurentides et la MRC Les Moulins. Ces fonds proviennent de multiples sources, incluant la guignolée des médias, les dons en ligne, des dons majeurs d'individus et d'entreprises et plusieurs initiatives de solidarité. Ces fonds amassés serviront notamment à soutenir l'approvisionnement alimentaire du réseau d'organismes accrédités de Moisson-Laurentide au bénéfice de plus de 30 500 personnes chaque mois, dont 30 % sont des enfants. Dans la matinée du mercredi 21 janvier, un incendie a complètement ravagé une maison ancestrale située au 30 rue Saint-Joseph à Sainte-Thérèse. Pour nous parler de ce bâtiment et de celui qui l'habitait au tournant du 19e siècle, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Leclerc, bénévole au sein de la Société d'histoire et de généalogie d'Émile-Île. Bonsoir, Monsieur Leclerc. Bonsoir, Claude. Alors, celui qui l'habitait s'appelait Jean-Damien Leclerc, aucun lien de parenté avec vous, je me dis. Il est né en 1848, décédé en 1937. Donnez-nous d'abord quelques faits saillants de sa vie qui n'est pas banale du tout. Non, c'est un personnage qui a marqué l'histoire de Sainte-Thérèse, évidemment. Jean-Damien Leclerc, c'est ce qu'on appelait un zouave pontifical. C'est un ex-zouave pontifical qui est une milice qui est allé défendre le pape, les États pontificaux. Et là, on pense pas à ces sentinelles colorées là, qu'on voit au Vatican aujourd'hui, c'était des soldats. Non, exact. C'est pas les gardes suisses, c'est une milice pour aller défendre les États pontificaux autour de 1868. Il est allé là 2 ans. Il va revenir donc après, et toujours avec la passion de l'agriculture, parce qu'il voulait être un agriculteur. Son père voulait pas qu'il soit agriculteur, il voulait qu'il soit notaire. Ah bon? Alors, il s'est lancé, après ses études au séminaire ici, dans l'agriculture. Est allé en Italie et au retour, il va faire partie des 14 premiers fondateurs d'une petite ville qui s'appelle Piopolis, au lac Mégantic. Ça existe encore. C'était la Pio, donc c'est Pi, Polis, la cité, le village en l'honneur de Pi. La cité du pape, là. C'est ça. Alors, il va être là pendant un certain temps. Il va marier Marie-Anne Lauzon là-bas en 1873, exact. Et son père, qui était âgé, va lui demander de revenir à Sainte-Thérèse parce qu'il y a une terre sur la Grande Côte qui est pas capable de s'en occuper. Alors, par devoir filial, Jean-Damien va s'y rendre. Et là, il manque un peu de revenus pour toutes les bouches qu'il y a là. Il va se mettre à cultiver la terre, à élever des vaches laitières. Et pour avoir plus de revenus, il va se mettre à fabriquer du beurre. Voilà, ça c'est important. Il a été reconnu comme un expert international dans la fabrication du beurre. Qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir cette reconnaissance-là? Sa cargaison là, de marchandises de beurre va se vendre toute complètement à Montréal, chez un nommé Charles Langlois. Et là, son beurre va attirer l'attention. On va lui demander de donner des conférences là-dessus. Il va être le président du cercle agricole de Sainte-Thérèse, où on échange des nouvelles techniques. On est dans la période de renouveau agricole après 1850. Et là, il va développer des techniques de fabrication du beurre pour l'hiver, etc., etc. Il va être remarqué par les autorités fédérales parce qu'on veut fonder une école de laiterie à Saint-Hyacinthe. Alors, c'est le personnage idéal pour ça. Et on va l'embaucher, mais juste avant, pour montrer qu'il y a des qualités de fabricant de beurre exceptionnelles, il va il va primer à l'exposition agricole de Montréal en 1891. Et en 1893, pour montrer aux autorités de l'école de laiterie, il va envoyer 2 échantillons
à l'exposition universelle de Chicago en 1893, une qui provient de l'école de laiterie et l'autre qui était faite par sa femme ici à Sainte-Thérèse. Et donc, il y a eu du beurre qui était primé, du beurre de Sainte-Thérèse. Du beurre fabriqué directement. Exactement, qui a été primé à Chicago. OK. Bon, là, on va parler brièvement de la maison. Là, on parle d'une maison d'influence néoclassique, là, caractérisée pour son toit à 2 versants droits, en vogue durant les années 1800-1920. Ça, c'est des informations que j'ai tirées de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Thérèse de Blainville, que vous tenez dans vos mains. En dehors de ses caractéristiques architecturales, c'est une maison qui a de l'histoire. Vous la présentez vous-même comme étant une maison célèbre. Alors, en quoi elle est devenue célèbre, cette maison? Ben parce qu'il était zouave pontifical. Ça, c'était vraiment... On l'appelait la maison du zouave, d'ailleurs. Oui, exactement. C'était reconnu comme étant la maison du zouave à Sainte-Thérèse. Et donc, elle était célèbre parce que il a reçu, il va recevoir plus tard du pape une médaille importante. Donc, il s'est dévoué pour le pape. Et en retour... en 1915, le pape Benoît XV va le faire chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand. Le seul à Sainte-Thérèse qui a reçu ses honneurs comme chevalier, c'est l'ancien journaliste Lionel Bertrand. Lionel Bertrand. Chapelot, Adolphe Chapelot, qui est né ici à Sainte-Thérèse en 1840, va aussi recevoir une récompense, mais c'est le commandeur, donc c'est un autre. Mais chevalier, ils sont 2 à Sainte-Thérèse et lui en fait partie. Et il avait eu la permission de l'appeler Villa Sarto. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, la Villa Sarto, c'est le prénom, si on veut, le nom de famille du pape de l'époque. Son nom civil. Oui, c'est ça, c'est son nom civil. Donc, on va autoriser... j'ai dit 1915, hein? Mais 1905 d'abord. 1905, c'est ça, la Villa Sarto. Plus tard, en 1915, on va permettre que cette maison-là, on y dise des messes. C'était très rare à l'époque. Oui. Et donc, elle a un caractère un peu religieux, si on veut, cette maison-là. Et durant plusieurs années, les plus vieux vont se rappeler de ça, on avait la procession de la fête Dieu autrefois. Et cette maison-là, elle était immensément décorée et c'était un arrêt obligatoire pour tous les paroissiens qui participaient à cette fête Dieu-là. Une maison, donc, qui avait beaucoup d'histoire. Vous êtes un féru d'histoire, je vous connais depuis longtemps. Vous avez un attachement intellectuel, émotif à l'égard des artefacts, des bâtiments qui ont traversé notre histoire. Pierre, est-ce qu'on s'habitue à les voir disparaître comme ça? Quand on s'intéresse à l'histoire, non. Et j'espère peut-être que dans ce cas-là, c'est une suggestion que je fais pour pas perdre la mémoire de cet individu-là. Peut-être qu'on pourrait mettre une plaque éventuellement commémorative dans cette maison-là, ou peut-être y en faire un parc. On verra. Mais oui, c'est sûr que c'est toujours triste parce qu'à Sainte-Thérèse, il y en a beaucoup qui a disparu. Ben, merci beaucoup, Pierre Leclerc. Ça fait plaisir. L'Avant-Champ, plateforme agroécologique, lance son tout premier site Web. Le dévoilement de ce site vise à informer, inspirer et mobiliser les personnes citoyennes concernées par la transition socio-écologique, la résilience des systèmes alimentaires territoriaux et l'accès à la terre pour la relève agricole. On y retrouve notamment une section consacrée à son projet phare, la Parcelle des possibles, un motel agricole prêt à accueillir de nouveaux locataires pour faciliter le démarrage et l'épanouissement des entreprises agricoles de la relève. La ville de Saint-Jérôme annonce l'implantation de nouveaux feux orange clignotants dans plusieurs secteurs de son territoire pour élargir la période d'autorisation de stationnement de nuit en période hivernale, tout en facilitant les opérations de déneigement et de voirie. Lorsque les feux orange sont allumés et clignotent, le stationnement est interdit du côté de la rue concernée. En dehors de cette période, le stationnement est permis en tout temps. Ce projet a été réalisé à moindre coût grâce à la récupération de feux déjà installés sur le territoire. À compter de demain, jeudi 29 janvier, TVBL vous proposera une toute nouvelle émission qui s'appelle « Le sport autrement ». C'est Maude Pilon-Bernier, que vous connaissez bien, qui prend les commandes de cette émission. Il est avec nous pour en parler. Bonsoir, Maude. Bonsoir, Claude. Alors, qu'est-ce que c'est que le sport autrement? Qu'est-ce que ça vient combler comme besoin? Oui, j'ai essayé plusieurs petits exercices quand j'ai fait des émissions précédemment. J'ai essayé des sports, j'ai parlé des entreprises, j'ai parlé même de types d'activités physiques. Là, je voulais aller de l'autre côté du décor un petit peu, puis vraiment inspirer les gens à bouger. Donc, vraiment, mon émission parle des initiatives, que ce soit autant par les gens en arrière de ceux qui pratiquent le sport que pour tous ceux qui l'entourent et qui font en sorte que c'est possible de le pratiquer. Je voulais vraiment que les gens qui nous regardent à la maison
prennent le temps de se dire, OK, là, aujourd'hui, je veux me mettre à bouger, mais qu'est-ce que je peux faire selon mon âge, selon mon niveau de forme? Est-ce que c'est justement juste pour mes enfants? Est-ce que c'est pour vraiment tout le monde? Fait que c'est une nouvelle façon de voir le sport, de démystifier le fait que être en forme ou être sportif, c'est pas juste pour un athlète, c'est pas juste pour un jeune, c'est pas juste pour quelqu'un qui le pratique depuis longtemps. Vraiment, de bouger, c'est supposé être naturel chez l'humain. En fait, c'est pratiquement obligatoire pour vivre sainement et longtemps. Donc, c'était pour faire en sorte que les gens aient des épisodes sur le fait de trouver un peu c'est quoi l'activité physique qui correspondrait le mieux à leurs besoins ou à leur niveau et à leur envie aussi. Oui, c'est ça. Quelque chose donc qui est davantage axé sur le bien-être que sur la performance comme telle, la performance chiffrée. Qu'est-ce qui distingue le sport autrement des autres émissions sportives qu'on connaît déjà? Ben justement, on va souvent parler des résultats, comme tu as dit, les statistiques, puis c'est normal parce que c'est ce qui crée l'engouement. On va toutes bientôt se mettre à regarder les Olympiques, mais on va surtout aussi se dire, hey, ils sont donc bons, puis je ressemblerai jamais à ça, puis je pourrai jamais faire ça. Dans mon émission, c'est ça que je veux pas que les gens ressentent. Je veux qu'ils se disent, hey, ça pourrait être moi, ce papa-là, cette maman-là, cette jeune-là, ça pourrait être mon enfant. Même si là, présentement, je fais pas de sport, je pourrais m'y mettre, puis je pourrais peut-être même compétitionner parce qu'il y en a qui ont 50 ans, 60 ans, puis qui font des compétitions. Donc, c'est vraiment, vraiment la différence pour les autres. C'est que souvent, on regarde à la télé, puis on s'attend aux résultats où on se dit c'est inaccessible. Ben là, tout est accessible. Du résultat à la performance, tout est pour tout le monde. Oui. Eh bien, à qui s'adresse le sport autrement et qu'est-ce que tu souhaites que les gens retiennent après l'avoir regardé? Je souhaite surtout qu'ils retiennent l'envie de bouger. Je veux vraiment que les gens soient devant leur télé ou leur écran puis qu'ils se disent « OK, là, j'ai plus d'excuses. Je peux y aller, je peux le faire puis ça va m'aider pour ma santé physique et mentale. » Ça s'adresse, bien sûr, comme je l'ai dit, à tout le monde. Donc, on va couvrir des sports qui vont commencer vers 2-3 ans puis on va aller jusqu'à des initiatives, des activités que même des gens là seniors, fait que 60-70 ans, peuvent pratiquer et se mettent à pratiquer parce que pas besoin, je le répète, d'avoir déjà fait du sport ou d'avoir déjà pratiqué les activités qu'on va faire. C'est vraiment tout ce qui est important à retenir, c'est le fait que si on met la machine en marche, qui est notre beau body corporel, ben le reste, ça va suivre puis ça va faire du bien à tout le monde puis surtout, ça va créer des liens dans la famille, entre les amis, entre les membres de la famille. Donc, juste pour que ça rapproche les gens puis ça nous enlève un petit peu des écrans, ben ça va faire du bien à regarder. Oui. Demain, c'est la première. À quoi on s'attend? Alors, on s'attend, on nage, on plonge dans la piscine avec nul autre que Sylvie Fréchette, donc ancienne athlète olympique. Puis par la suite, ben je m'en vais grimper. J'ai très hâte de vous montrer les images de moi en train d'escalader, mais surtout de voir les performances des athlètes que qu'on a filmées parce que pour vrai, ils sont impressionnants, mais surtout, ils ont du plaisir, puis c'est juste ce qui est important. Alors, ça s'appelle Le Sport Autrement. Ce sera tous les jeudis, 19h30, tout de suite après Accès Local. On va se coucher tard. Mais c'est parfait, on va se coucher en forme. Ben voilà. Maude Pilon-Bernier, merci beaucoup. Merci, Claude. En prévision de la 60e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Blainville du 27 février au 7 mars, Loisirs Laurentides vous invite à joindre la brigade Faire briller l'éthique sportive. J'en discute avec Sacha Cardinal, chargée de projet et responsable de cette brigade chez Loisirs Laurentides. Madame Cardinal, bonsoir. Merci de m'avoir ici ce soir. Bien, ça nous fait plaisir. Alors, de façon générale, dites-moi quelle sera la mission de cette brigade et quelles sont les valeurs qu'elle devra propager sur les différents plateaux? En fait, c'est vraiment d'encourager les spectateurs à l'esprit et l'éthique sportive dans les gradins, d'encourager le bon comportement positif et vraiment faire valoriser une bonne ambiance respectueuse dans les gradins pendant les compétitions. Donc, si cette ressource-là existe, j'imagine que c'est parce qu'elle répond à un besoin précis. Qu'est-ce qu'on observe ou qu'est-ce qui a été observé sur les plateaux sportifs, dans les gradins, dans l'entourage des athlètes, pour qu'on arrive à se dire que c'est nécessaire? Ça dépend de... Certaines compétitions ont eu des comportements négatifs, des spectateurs qui crient sur les athlètes, c'est des parents qui sont mécontents que leur fils ou leur fille fait pas aussi bien qu'ils l'espéraient. C'est ça qu'on essaie avec la brigade d'enlever. On veut valoriser le bon comportement et retirer le négatif pour que les athlètes y aient une bonne expérience pendant les Jeux et aussi lors d'autres compétitions. Il y a combien de bénévoles qui feront partie de cette brigade-là et comment on va les déployer sur le terrain? Et quelle sera la nature de leur intervention? Alors, on aimerait avoir une brigade de 20 bénévoles. Ça va être un mélange
d'employés Loisirs Laurentides ainsi que bénévoles qu'on va aller recruter. Et on aimerait avoir des petites équipes de 2 qui vont se partager des tâches, qui vont aller faire valoriser le bon comportement. Il va y avoir des bons messages positifs à annoncer. Il va y avoir même des petits prix de participation pour ceux qui se démarquent très bien par rapport au comportement positif. Mais est-ce qu'ils vont être appelés à discipliner des spectateurs? Non, ça va être pas notre tâche. Ça, c'est les jeux avec leur sécurité. C'est ça, c'est une balance. On est là pour les jeux, mais on fait pas la sécurité. C'est vraiment juste le bon comportement. D'accord. Est-ce que ce type de brigade-là existe déjà ailleurs ou celle de Blainville va devenir un modèle de référence? Nous espérons que ça devienne un modèle. Durant les derniers Jeux à Trois-Rivières, il y a eu une brigade sourire. Alors, on s'est basé un petit peu sur ça. Puis, on a fait un projet complètement complémentaire avec un guide du bénévole et vraiment un accompagnement soutenu pendant tous les Jeux. On va aussi avoir une formation, bien sûr, pour les bénévoles le 19 février. Et est-ce que vous cherchez un profil particulier? Pas nécessairement. On veut des gens qui sont habiles à être devant une foule, qui sont animés, puis qu'ils veulent vraiment valoriser la festivité puis le respect dans les gradins. OK. Puis j'imagine que c'est tout ça que vous allez enseigner à vos bénévoles durant la formation du 19 février. L'organisation des Jeux a son propre comité de bénévoles. Est-ce que dans ce contexte-là, Loisirs Laurentides devient une sorte de sous-traitant, de partenaire des Jeux? Oui. Alors, les Jeux, ils étaient un partenaire pour nous. Pour faire les inscriptions des bénévoles, on a utilisé leur plateforme et on va aussi retrouver beaucoup des logos de Blainville, les Jeux de Blainville, à même nos affiches qu'on va avoir un peu partout pendant les Jeux et même sur nos chandails de brigade. D'accord. Écoutez, en terminant, je rappelle que les personnes intéressées à faire partie de la brigade doivent se manifester le plus tôt possible, j'imagine, en utilisant l'adresse courriel qui apparaît en bas de l'écran. Sacha Cardinal, vous êtes chargé de projet de cette brigade qu'on appelle la brigade d'éthique sportive Loisirs Laurentides. Merci d'être passé à l'émission. Merci beaucoup. On est de retour avec Clara Matéjonet. Clara, l'usine de papier Sustana à Saint-Jérôme, fondée en 1882 et connue jusqu'en 2024 sous le nom de usine de papier Roland, a souligné un anniversaire important à la fin de l'année dernière. Oui, Claude, c'était donc les 60 ans de la machine 8 de l'usine qui est toujours en fonction et qui avait été inaugurée à l'époque par le premier ministre Jean Lesage. C'était un investissement de 7,5 millions de dollars, donc une très grosse somme pour l'époque pour une machine construite chez Beloit Steel à Sorel. C'était vraiment un symbole d'avant-garde, de modernité à ce moment-là. La machine 8 est une des quelques machines qui roulent toujours chez Sustana. Pour l'occasion de cet anniversaire, nous nous sommes rendus sur place pour visiter l'usine et pour discuter avec 2 personnes qui ont opéré cette machine, un père et un fils, mais à des époques différentes. Alors, je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Nous autres, on fabrique le papier ici à l'usine. Il y a une partie de notre production, ça va directement chez nos clients en rouleau, puis il y a une autre partie qui va être transformée là, pour faire de la feuille. On est une usine là, qui est vraiment qualifiée verte. Là. Verte, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'on fait beaucoup de papier à base de fibres recyclées. Aussi, au niveau de l'économie de l'eau, pour fabriquer du papier, on est une usine qui fabrique du papier avec presque pas d'eau versus d'autres usines là, dans l'industrie. Puis, qu'est-ce qui fait notre force chez Sustana? C'est vraiment là, notre diversification là, au niveau de tous nos produits qu'on a dans l'usine. Là. Pourquoi qu'on est encore en vie et qu'on est reconnu? Parce qu'on fait encore là, du papier là, haut de gamme, de qualité. Là. Quand j'ai commencé ici, on était tout près de 500 employés. Là, aujourd'hui, là, on est un petit peu moins parce qu'on a séparé la production avec notre centre de transformation. Mais ça fait travailler beaucoup de familles ici là, dans Saint-Jérôme. Là. Quand j'ai visité ça à 16 ans, moi, c'était une porte ouverte. J'allais au collège à l'époque. Fait que j'ai dit, un jour, je travaille ici, moi. Fait que tout de suite, j'ai décidé que je voulais travailler ici. J'aimais le genre de challenge, la grosseur de la machine. C'était impressionnant, là, tu regardes ça, là, ça part, la pâte est là, puis ça s'en vient sur un foudrinier, puis j'étais bien impressionné par ça, là, t'sais. Moi, je suis rentré ici en 61. La machine 8 n'existait pas. C'était la 7 qui était la plus grosse. La 8 a été bâtie en 63,5, 64. Puis le départ de la 8 s'est fait en 65. La machine 8 fait du papier fin. Du papier pour écrire, du papier pour les imprimantes.
du papier pour faire des mapes-mondes. Ça fonctionne, ben, ça commence en pulpe. La pulpe est déchiquetée. Ça s'en vient sur une genre de toile qu'on appelle le foudrinier, puis ça s'en vient lentement. Ça passe d'un sécheur, puis la feuille est séchée, puis elle est rembobinée. Puis après ça, il y a une autre bobineuse qui sépare le papier en rouleau, en format demandé par les clients. T'sais. J'ai connu la vitre avec 40 sécheurs, puis après ça, il y a eu un speed-up qui a été exécuté. Ils ont rajouté 4 sécheurs pour aller plus vite, puis faire une feuille encore plus large. C'est une production plus élevée. À mon époque, c'était 174 pouces de large. Maintenant, je pense que c'est rendu à 177 ou 178 pouces de large. Ouais. Puis la huître tournait à cette époque-là à peu près 1400 pieds minutes. Maintenant, la bobineuse, il tourne autour de maximum 2500 pieds minutes. Ça a beaucoup changé, tu sais. Il y a eu plusieurs pièces d'équipement qui ont été changées, comme des caisses d'arrivée, bobineuses, des calandres, des presses encolleuses. Il y a beaucoup de pièces qui ont été remplacées là, au fil des années pour être capable d'aller aux vitesses qu'on va aujourd'hui. J'imagine que ça vous apporte beaucoup de fierté que votre fils continue dans vos traces? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai. C'est une fierté, tu sais. J'ai fait du papier pendant 40 ans. C'est un métier que j'ai aimé. Fait que j'ai transmis la passion au fils. J'ai encore le feu sacré, la passion. Puis, qu'est-ce qui était le fun dans notre métier, c'est qu'on a appris là, du début à aller jusqu'à la fin. Il n'y avait jamais aucune monotonie. Fait que pour ça aussi qu'on a passé peut-être tant d'années ici. Là. Mon père 40 ans, moi j'en ai fait presque 38. Là. Fait que, à nous deux, on a 78 ans d'années d'ancienneté de service. Là. C'était une compagnie qui c'était de père en fils. Père en fils, même il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient au début. Beaucoup de femmes qui travaillaient au début. Après ça, ben là, ça a diminué. Il n'y avait plus de femmes, tu sais, parce que la technologie changeait, fait que la façon de tester la feuille de papier, tout était changé, là, tu sais. Moi-même, depuis que je suis parti, ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici. C'est beaucoup moins de manutention, plus d'automatisme. C'est comme tout le monde aujourd'hui, là, c'est plus automatisé, là, tu sais, fait que... Oui, tu sais, on a plus de systèmes informatiques, DCS, ouais. On est capable de comprendre aussi, là, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, dans le dernier 24-48 heures. On est capable d'analyser versus qu'est-ce qu'on avait à l'époque. Les opérateurs aussi étaient peut-être plus formés à faire du papier. Aujourd'hui, on se fie vraiment à nos appareils technologiques qu'on a pour fabriquer du papier. C'est une industrie qui je dirais pas qui est en déclin, mais oui, d'année en année, on utilise de moins en moins de papier. Il reste seulement que 2 usines au Canada de papier fin. Il y en a nous autres chez nous, chez Sustana, puis il y a Domtar, Windsor. Mais ça va être un éternel combat jusqu'à la fin là, pour être capable de survivre là, dans la mondialisation là, du marché. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Fripez-vous suit à l'instant. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne. Thank you.